Mesdames et messieurs, je vais vous demander de vous asseoir si vous voulez bien. Bienvenue à l'UFM pour les États généraux du multilinguisme dans les Outre-mer. Je vais inviter Xavier Nort à venir vous dire quelques mots sur le déroulement de ces 2 journées de travail qui nous attendent. Xavier Nort, délégué général à la langue française et aux langues de France. Merci beaucoup. Chers amis, que le chemin a été long pour parvenir jusqu'à Cayenne. Je ne veux pas parler seulement du trajet aérien que certains d'entre vous ont dû accomplir pour venir jusqu'ici, notamment tous ceux qui viennent du Pacifique ou de l'océan Indien, encore que la fatigue du voyage ne soit pas tout à fait étrangère à mon exclamation liminaire. Non, je veux parler des travaux préparatoires à ces États généraux, menés depuis plus d'1 an maintenant au sein d'un conseil d'orientation auquel nombre d'entre vous ont participé, ou dans le cadre de rencontres organisées localement en Nouvelle-Calédonie, en Guyane, à La Réunion, en Guadeloupe. Et parce que la plupart de ceux qui ont contribué activement à ces travaux se trouvent réunis ici aujourd'hui, je voudrais d'entrée de jeu leur rendre hommage d'abord, comme je voudrais remercier l'équipe organisatrice, animée par Florence Gendrier à Paris, avec le talent qu'on lui connaît, et profondément inspirée par Michel Collardel et la DAC à Cayenne, qui n'a cessé de nous accompagner tout au long de cette entreprise. Alors c'est grâce à ces travaux que nous avons pu dégager pour nos débats, comme vous le savez, six principaux thèmes qui ont été couplés 2 par 2, afin que nous puissions les déployer sur 3 demi-journées. Le 7e thème, le plurilinguisme, une ressource à exploiter, étant traité au cours de la 4e demi-journée, c'est-à-dire au début de l'après-midi du 2e jour. J'espère que tout le monde se retrouve dans cette architecture un peu complexe. Alors, comme vous le savez, chaque demi-journée se déroule en 3 temps, séparés chacun par une pause. D'abord, exposer des problématiques sous la forme de 2 tables rondes successives, correspondant chacune à un thème. Pause, puis travail dans les ateliers. Et enfin, restitution des travaux des ateliers en semi-plénière. Chaque semi-plénière, vous allez donc vous répartir en 2 groupes distincts, chaque semi-plénière faisant écho justement à l'une des 2 tables rondes auxquelles nous aurons assisté en début de demi-journée et par lesquelles aura donc commencé la demi-journée. J'espère que chacun aura pu s'inscrire à l'atelier de son choix ou à la semi-plénière de son choix, étant entendu que la plénière du vendredi après-midi permettra à tous, quel que soit le thème choisi ou quel que soit l'atelier auquel vous vous serez inscrit, de prendre connaissance de l'ensemble des travaux accomplis. Alors que signifie cette organisation ? Eh bien, cette organisation signifie que chacun pourra, à un moment ou à un autre, prendre la parole à son gré dans les ateliers, les semi-plénières de restitution, et même si le temps nous le permet, dans la plénière de synthèse finale, où nous veillerons à aménager un temps important pour le débat. L'objectif, comme vous le savez, étant de faire alterner des exposés généraux, d'une part, c'est ceux qui auront lieu dans les plénières d'ouverture, et des retours d'expérience, des exposés ou des présentations de bonnes pratiques pour aboutir, au bout du compte, à un ensemble de préconisations adossées à quelques grands principes dont on pourra toujours, bien sûr, discuter la formulation, mais qui auront fait, sur le fond, l'objet d'un consensus. Dans l'élaboration de ces recommandations, je crois qu'il nous faudra éviter un double écueil, et ce sont 2 écueils un peu contradictoires. D'abord, éviter la juxtaposition de situations locales. Chacun a conscience que la situation linguistique de la Polynésie française n'est pas celle de la Martinique ou de la Guadeloupe, par exemple. Essayons collectivement
de nous abstraire de situations locales pour dégager des recommandations qui puissent s'appliquer à l'ensemble des territoires ultramarins à partir d'une certaine conception du multilinguisme qui est la nôtre et que nous pouvons, je crois, partager. L'autre écueil est un peu contradictoire. Il consisterait à faire des généralisations abusives. Car en effet, chacun a conscience aussi que les territoires ultramarins offrent une situation linguistique tout à fait hétérogène. On peut distinguer grosso modo 3 grands cas de figure. D'abord, un cas de figure où le français coexiste avec une autre langue dominante, par exemple le créole à La Réunion, à la Guadeloupe ou en Martinique. Une deuxième situation où le français coexiste avec 2 langues, par exemple à Mayotte, le shimaoré et le shibushi. Et puis il y a une troisième situation qui est celle que nous connaissons en Guyane, qui est celle que nous connaissons en Nouvelle-Calédonie, où le français coexiste avec un grand nombre de langues. 28 langues en Nouvelle-Calédonie, 12 langues au moins en Guyane, dont 6 langues amérindiennes. Et donc, il faudra réussir aussi à prendre en compte la diversité de ces situations. Les recommandations auxquelles nous espérons aboutir feront l'objet d'une synthèse publique en présence du ministre, M. Frédéric Mitterrand, qui nous rejoindra vendredi soir. Par la force des choses, nous la réaliserons à chaud. Et parce que nous la réaliserons à chaud, elle sera nécessairement incomplète. Et c'est pourquoi nous prenons devant vous l'engagement d'établir un relevé plus détaillé, plus exhaustif de ces recommandations sous la forme de conclusions auxquelles, nous l'espérons, nous pourrons nous référer pour l'avenir. Alors je remercie infiniment les participants aux tables rondes, les modérateurs et les rapporteurs dans les ateliers. Les rapporteurs, notamment, auront à jouer un rôle clé. Ils ont bien voulu se porter volontaires pour structurer nos débats. Alors, cela, je le précise, ne leur confère aucun statut particulier, aucun privilège. Dans des états généraux comme ceux-ci, et comme je le laissais entendre hier soir, tout le monde est égal aux autres. Mais vous conviendrez avec moi que cela leur donne quelques titres à notre reconnaissance, et donc je voudrais les en remercier par avance. Merci beaucoup et bon travail à tous. Alors, partager la parole est un art difficile, il faut du temps pour cela. Donc, je vais avoir un œil sur la montre pour vous tout au long de ces 2 jours. Et on va faire un tout petit, avant de démarrer nos travaux, je voudrais inviter Yvan Amar, qui est présent ici, à venir nous dire en quelques minutes, Yvan, quel est votre projet et votre désir dans ces États généraux. Merci beaucoup Florence. Bon, je travaille à Radio France Internationale où je m'occupe des émissions sur la langue, souvent sur la langue française, mais sur toutes les langues qui sont parlées dans les territoires français et même toutes les problématiques de langue. Je suis très heureux d'être ici. Je voudrais faire 2 choses. D'abord, ramener des documents sonores pour pouvoir faire des émissions sur un certain nombre de situations linguistiques dans les Outre-mer, et aussi, me semble-t-il, pour garder une trace sonore de ces états généraux, interroger un certain nombre d'entre vous qui représentent des langues particulières pour les faire parler un temps très court. Ça peut être même, je pensais 5 minutes, c'est presque trop. 3 minutes peut-être suffisent avec un certain nombre d'entre vous pour que dans leur langue, ils fassent une petite carte postale sonore, comme un petit photomaton, dire qui je suis, comment j'ai appris cette langue, est-ce que c'était la langue que je parlais avec mes parents, est-ce que mes 2 parents la parlaient entre eux, est-ce que je la parle avec mes enfants si j'en ai, etc. Le tout agrémenté éventuellement d'une recette de cuisine, d'une petite chanson, d'un proverbe, et chaque fois, disons toutes les 30 secondes, traduit en français, pour que justement on puisse ensuite faire une sorte de petit album de photos qui servira d'abord d'album souvenir et ensuite d'archives pour peut-être les générations futures ou nous, quand on sera un petit peu plus vieux, se souvenir que fin 2011, il y avait une situation linguistique dans les Outre-mer dont on pouvait donner
aussi imparfait que ce soit, un petit instantané. Donc tous ceux que ça intéresse et qui sont locuteurs d'un certain nombre de langues, je les engage à venir me voir peut-être, par exemple, à la fin de cette matinée, pour qu'on puisse prendre rendez-vous pour une entrevue extrêmement courte. Je vous dis, c'est 5-6 minutes. Si vous ne savez pas quoi dire, je vous aiderai, mais je pense que j'en ai déjà fait un là tout à l'heure, j'ai rien eu à dire, ça s'est extrêmement bien passé. Donc n'hésitez pas à venir me voir et puis on essaiera de faire un petit calendrier et je vous prendrai à part pendant 5 minutes les uns et les autres, compte tenu d'autres émissions, d'autres entretiens plus longs que je pourrais faire avec certains d'entre vous pour essayer de faire le point sur des situations linguistiques. Merci bien. Bien, nous allons commencer nos travaux avec une première thématique, l'emploi des langues, plurilinguisme, pratiques individuelles et pratiques sociales. C'est Isabelle L'Église qui va faire le propos introductif de cette table ronde. Venez vous installer. Hidaya Chakrina qui nous fera part de son expérience et de son témoignage. Richard Ouamigna, si vous voulez bien venir vous installer sur l'estrade. Et Michel Collardel nous donnera à la fin de cette première table ronde plénière le point de vue de l'institution, à savoir le ministère de la Culture, pour cette table ronde. Alors, bonjour. Il m'incombe la difficile tâche d'introduire des discussions sur multilinguisme et plurilinguisme, pratiques individuelles, pratiques sociales. Je vais rappeler un certain nombre de termes, des termes qui sont chargés de sens, chargés d'enjeux. Et il me semble que quand on parle de multilinguisme, il faut d'abord partir d'une idéologie dominante et de la méconnaissance ou de la négation de la diversité linguistique en France en général. Alors, on est en France, et en France métropolitaine en particulier, dans le cas d'une idéologie monolingue qui est dominante. Quand je commence mes cours, souvent je pose à mes étudiants la question « À votre avis, combien il y a de langues qui sont parlées en France ?» La réponse qui arrive immédiatement, c'est le français. Et ensuite, les étudiants sont très secs. Et pourtant, l'enquête de l'INSEE, qui s'était intéressée, l'enquête famille de l'INSEE, montrait qu'il y avait plus de 400 langues maternelles parlées en France métropolitaine. Cette idéologie monolingue dominante, qui est au moins métropolitaine, probablement aussi nationale, et qui déborde loin aussi dans les Outre-mer, donc, elle est présente et je pense qu'il faut partir d'elle. Pourtant, on connaît évidemment ces cartes de la diversité linguistique en France métropolitaine et puis ces résultats de l'INSEE qui montrent là, pour les langues issues de l'immigration, les questions de transmission en famille, avec de nombreux locuteurs pour toutes ces langues. La question qu'on peut se poser ici, c'est quelles sont les idéologies dominantes dans les Outre-mer ? Et je ne répondrai évidemment pas à cette question, mais je la pose. Est-ce que l'idéologie métropolitaine nationale agit ? Probablement. Est-ce que d'autres idéologies agissent ? Probablement également. En Guyane, je pense notamment, puisque c'est le terrain que je connais le mieux, à une idéologie de la juxtaposition, de la mosaïque, qui n'est pas la même que d'autres idéologies qu'on peut avoir dans d'autres territoires. Alors, une autre question importante me semble celle du statut et de la reconnaissance des langues et de cette diversité. Reconnaissance par l'État. Donc, on connaît évidemment les langues de France. Et donc, l'apport important des langues de l'outre-mer aux langues de France, 50 sur 75, ceci, auquel il faut ajouter la grande diversité linguistique en outre-mer qui n'est pas reconnue comme langue de France. Donc je prendrai 3 exemples de Nouvelle-Calédonie, Polynésie et Guyane, à la fois pour des langues qui sont des langues proches des territoires environnants,
comme des langues issues de mobilités plus lointaines. Et donc, on arrive à des nombres de langues très importants, à une diversité linguistique extrêmement importante. Alors, ce n'est pas parce qu'on a une diversité linguistique et qu'on la reconnaît à un certain niveau qu'on n'est pas encore entaché d'idéologie monolingue quand on s'intéresse à la coprésence des langues. Vous avez ici une carte de la Guyane avec des espaces de peuplement. C'est la façon dont on représentait traditionnellement où se situent les populations et quelle langue elles parlent. Donc vous avez ici par exemple des populations amérindiennes, ici des populations marrons, bushinangais, ici des populations traditionnellement créoles et métropolitaines. Ça induit une vision cloisonnée des groupes et des langues. Alors, parler de multilinguisme et de plurilinguisme, voici les définitions que je vais utiliser. Le multilinguisme, et j'utilise ici les définitions du Conseil de l'Europe. Le multilinguisme renvoie à la coprésence, à la présence sur un même espace géographique d'un certain nombre de langues. Et sur cet espace géographique, on peut avoir des locuteurs monolingues ou plurilingues. Ça ne change rien. Par ailleurs, le plurilinguisme, lui, ça renvoie plus au point de vue lui-même du locuteur, des gens qui parlent, et ça renvoie au répertoire des variétés de langues que de nombreux individus utilisent sur un espace. Que cet espace soit vu comme monolingue ou multilingue. Et donc, dans ces espaces, dans des espaces multilingues, on peut avoir des locuteurs monolingues ou plurilingues. Il me semble que cette distinction est importante à mettre en exergue. Alors, la Guyane, pour citer l'exemple ici, on est face à une Guyane multilingue. Il y a un certain nombre de langues qui y sont parlées. Vous avez ici les résultats d'une enquête que j'ai menée dans les écoles en Guyane et qui montre la grande diversité de langues maternelles, de langues transmises en famille. Il y en a une quarantaine, on arrive, avec des pourcentages plus ou moins importants. Mais non seulement la Guyane est multilingue, mais la Guyane est également plurilingue, majoritairement plurilingue. Si je m'intéresse aux élèves de 10 ans, eh bien, 93% de ces élèves déclarent parler 2 langues. En général, leur langue maternelle plus le français, ça c'est normal, c'est la langue de l'école. Mais 41% au moins 3 langues, 11% au moins 4 langues, etc. Donc, non seulement un territoire multilingue, mais aussi une population majoritairement plurilingue. On entend donc par plurilingue, je vous ai parlé des répertoires. Vous voyez ici par exemple que le français, là c'était une enquête à Apatou, le français était déclaré par 2% des élèves comme parlé avant d'aller à l'école. Puis évidemment, une fois qu'ils sont entrés à l'école, ils le parlent tous au bout d'un certain moment. Vous avez ici aussi par exemple le Sranan-Tongo qui n'apparaît pas que dans les langues maternelles des élèves, mais qui est appris par la suite. Par les élèves, au contact de leurs amis, suite à des voyages dans la région environnante, etc. Et donc, ces élèves plurilingues se retrouvent dans des classes multilingues. Donc, vous avez ici la représentation des langues maternelles parlées par des élèves dans une classe. Ici, c'est dans la ville de Kourou. Et puis, vous avez la représentation ensuite sur le graphique du bas de l'empilement, c'est-à-dire des langues qu'on apprend progressivement, les langues qu'on apprend en famille, les langues qu'on apprend avec l'école, les langues qu'on apprend auprès des amis, les langues qu'on apprend lors des voyages, les langues qu'on apprend après avec l'école, les langues étrangères, etc. Ce qui fait que les locuteurs possèdent des répertoires plurilingues et que ces répertoires évoluent au cours du temps. C'est-à-dire qu'évidemment, on n'a pas le même répertoire à 3 ans, à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans, 40, etc. Alors, face à ces répertoires plurilingues, les individus emploient leur langue, gèrent leur plurilinguisme. Donc là, je vous ai dit l'empilement comme ça des répertoires. Vous avez ça sur l'ensemble des élèves en Guyane, les résultats que j'ai pour l'instant, avec évidemment un poids extrêmement important du français, pas tant comme langue maternelle, c'est ce que vous avez en bleu, mais avec les autres couleurs, ajoutées au répertoire par la suite, avec les autres langues. Évidemment, ça, c'est à un instant T, c'est-à-dire pour des élèves qui ont 10 ans. On n'a évidemment pas les mêmes résultats si on prenait une tranche d'âge à 25 ans, à 40 ou à 60 ans.
Alors, un individu, par exemple un enfant, qui déclare parler 5 langues, avoir 5 langues dans son répertoire, quelles que soient les compétences qu'il ait dans ces langues, il peut parler dans une langue à son père, son père peut lui répondre dans cette langue plus une autre langue, qui est proche là en l'occurrence, il peut s'adresser à sa mère dans une 3e langue. Par ailleurs, avec ses frères et sœurs, le français rentre, parce qu'évidemment, l'école est donc le français, et avec ses amis, non seulement les langues de la maison, plus le français, plus aussi le créole, la cour de récréation, etc. Vous voyez là un autre exemple où on voit l'entrée des langues, comment les locuteurs gèrent les langues. Là, vous avez par exemple des enfants dans une famille. Tout ce qui est en rouge, c'est leur langue maternelle, un créole à base anglaise. Puis vous voyez des entrées du français à l'intérieur dans leurs échanges entre eux, les enfants, mais aussi quand ils s'adressent à leurs parents qui ne parlent pas le français par ailleurs. Donc là, vous avez le vocabulaire d'origine scolaire qui entre. Là, vous avez des exemples plus complexes de communication en situation exolingue, c'est-à-dire une situation où les interlocuteurs ne partagent pas les mêmes langues. Et ça, c'est quelque chose qui est très fréquent en Guyane, qui est fréquent aussi dans d'autres contextes. Ici, vous avez par exemple des échanges à l'hôpital entre l'équipe soignante et le patient, et la famille du patient, avec des essais pour communiquer minimalement. Mais on n'arrive pas à dépasser le stade du minimal. Vous avez là d'autres exemples de l'hôpital où, face à un patient brésilien, l'infirmière, donc alors que tous les échanges sont en français, le patient brésilien ne parle pas français, l'infirmière va essayer d'approximer la variété, le portugais du Brésil, et donc va utiliser ce qu'elle possède dans son répertoire plurilingue, l'espagnol qu'elle a appris à l'école il y a bien longtemps, qu'elle parle très imparfaitement, et pour essayer, par une communication minimale, l'un avec l'autre, et le patient brésilien va essayer d'aller du portugais vers l'espagnol pour que finalement ils arrivent à établir le diagnostic. Là, en l'occurrence, il a mal au ventre quand il marche. Voilà. Alors, face à des situations comme ça, face à tous ces points, donc à la fois multilinguisme, plurilinguisme, quelle politique linguistique, implicite ou explicite? Alors, explicite, ce sont les politiques que l'on définit, auxquelles on croit, sur lesquelles on légifère. Et puis implicite, ce sont les politiques dont on ne parle pas, mais qui, par une analyse, permettent de remonter. Donc, dans le cas des échanges à l'hôpital, par exemple, on peut dire que la politique implicite, que la politique explicite est uniquement de favoriser le français. En même temps, on voit bien que le fait de ne pas s'intéresser aux langues des autres, ou de ne pas avoir les outils pour s'intéresser aux langues des autres, fait que sur les acteurs sociaux pèse un poids monumental qui est de devoir s'adapter ou de refuser de s'adapter à la personne qu'on a en face. Et donc les questions qui se posent, c'est quelle politique linguistique peut-on ou doit-on mettre en place dans des lieux très différents, tels que, évidemment, l'école, mais aussi la santé, la justice, la question des prisons, par exemple. Et aussi, la question se pose à tous les niveaux, à la fois au niveau de l'État, au niveau des collectivités territoriales, mais aussi au niveau des familles, qui se posent elles-mêmes les questions de savoir si elles doivent ou non transmettre leur langue, et quelle langue transmettre, surtout s'il y en a plusieurs. Voilà, je vous remercie. Merci Isabelle. Hidaya Chakrina, je vous propose d'intervenir maintenant. Vous avez été chargée de mission pour les langues régionales au Conseil général de Mayotte, je crois. Oui, bonjour à tous. En fait, j'ai eu en charge la direction des langues régionales du Conseil général de Mayotte pendant 2 ans, de 2009 à 2011, avant de rejoindre le cabinet du président du Conseil général il y a quelques mois. Donc c'est effectivement à ce titre, en tant qu'ancienne responsable de cette structure, que j'ai été conviée aujourd'hui. Cela dit, mon propos sera forcément
en lien avec ma mission actuelle, qui consiste à faire le suivi des orientations politiques du président auprès de l'administration. En ce qui concerne mon travail à la direction des langues régionales, nous avons été sollicités par l'exécutif de l'époque pour mettre en place une politique de sauvegarde en direction des langues mahoraises, mais également pour sensibiliser la population, aussi bien mahoraise que le reste de la population, sur la nécessité de cette sauvegarde. Alors, on me pose toujours la question de savoir, est-ce que les langues mahoraises sont véritablement en danger pour qu'on parle de sauvegarde? Ma réponse est oui. Oui, quand on voit que l'utilisation qui est faite auprès des jeunes aujourd'hui, auprès du public scolaire, est une utilisation qui est quelque peu approximative. Donc, il y a effectivement des raisons de s'inquiéter un petit peu de l'évolution de ces langues mahoraises. Alors, quelles sont-elles? Nous avons 3 langues qui sont majoritairement parlées à Mayotte. La langue française, donc langue officielle, le shimaoré, qui est d'origine bantoue, le kibushi, qui appartient à la famille des langues malayo-polynésiennes et qui se décline en 2 variétés qu'on appelle le kisakalav et le kiantalaut. S'interroger sur leur emploi dans la société mahoraise, cela signifie analyser les usages linguistiques, les codes de langage, les pratiques des locuteurs, en tout temps, mais également en tout lieu, dans la mesure où tout espace qui est physiquement occupé est potentiellement un espace de production verbale ou écrite, ou un lieu d'interaction pour les individus. Ces usages ou ces pratiques sont nécessairement à mettre en lien avec les comportements généraux ou spécifiques des locuteurs et avec les choix opérés par ces derniers, étant entendu que les uns comme les autres sont tributaires des représentations sociales et culturelles qui sont à l'œuvre sur le territoire. L'emploi des langues présuppose la définition d'un territoire linguistique symbolique qui permet au locuteur de dire son identité, mais encore faut-il savoir quelle langue utiliser dans son environnement, dans les espaces que l'on investit, sur des territoires anciennement colonisés tels que les nôtres, tels que Mayotte, et dans lesquels les langues régionales n'ont pas encore véritablement leur place. La pratique des langues mahoraises, jusque-là inscrite dans un climat social apaisé, est un petit peu mise à mal, notamment par des discours idéologiques qui incitent le locuteur à subir l'impératif de la pratique de la langue française ou qui le placent dans une incapacité à se défaire de ces discours. L'un de ces derniers consiste ainsi à faire croire que la pratique libre de shimaoré ou du kibushi ne permet pas aux mahorais de maîtriser la langue française, langue de la réussite scolaire. Un tel propos ne peut évidemment pas être compris par les mahorais parce que cela signifierait que l'inverse est également vérifiable, en ce sens que la pratique accrue du français est susceptible de freiner ou d'étouffer le développement des langues mahoraises. Mais affirmer l'un comme l'autre de ces discours, le discours réel et le discours hypothétique, reviendrait finalement à vivre le plurilinguisme plutôt comme une voie sans issue, au lieu de le considérer comme une ouverture ou comme le début du rapprochement entre les cultures. Affirmer cela reviendrait également à laisser sous-entendre que la coexistence des langues en présence sur le territoire mahorais constituerait un problème et que les institutionnels seraient dans l'impossibilité de prendre en charge une société où le multilinguisme a toujours existé et où les locuteurs sont plurilingues. Le discours idéologique, qui lui est réel, est assez dévastateur finalement. Il culpabilise le mahorais dans son effort d'apprentissage ou dans sa réappropriation de la langue française, mais également dans sa pratique de sa langue première. Sa force ou sa persistance est que ce discours joue sur la peur que le mahorais peut avoir par rapport à l'avenir de sa progéniture. On lui fait comprendre que si cette progéniture ne maîtrise pas correctement la langue française, alors l'avenir sera quelque peu compromis.
Mais en vérité, nous avons le sentiment que les affirmations idéologiques dont nous parlons ici ne font que détourner notre attention du véritable problème en faisant des langues régionales de Mayotte un petit peu des espèces de boucs émissaires. Ces affirmations idéologiques ne permettent pas de rechercher là où les causes véritables de la défaillance de la politique, de la maîtrise de la langue française au sein du territoire mahorais. Dans ce contexte, on peut s'interroger sur le devenir des notions telles que plurilinguisme ou pratique linguistique, parce que l'une comme l'autre tendent à perdre de leur sens et de leur fonctionnalité, tout comme le locuteur mahorais perd actuellement ses repères linguistiques et culturels, alors qu'auparavant, il savait quand et comment employer les 3 principales langues du territoire, le français à l'école et face à un interlocuteur qui ne pratiquait pas les langues mahoraises, et les langues mahoraises en dehors des 2 cadres indiqués, et quel que soit le lieu d'expression. Pour ce locuteur-là, l'essentiel, c'était l'intercompréhension avec son interlocuteur. C'est pourquoi ne s'inquiétait-il pas de savoir si l'espace de la pratique du shimaoré ou du kibushi dévorait celui de sa pratique de la langue française. Aujourd'hui, le locuteur mahorais est dans l'obligation de réinventer d'autres espaces d'expression pour sa langue première, ce qui pose ici la question de la survivance des langues mahoraises à long terme, mais en même temps celle de la capacité à mettre en place des politiques publiques linguistiques adaptées sans que cela ne se fasse au détriment d'une langue, et ce, quel que soit le statut et la valeur conférée à celle-ci. Agir au lieu de subir. Cela est plus que jamais nécessaire quand l'on voit que la perception du mahorais à l'égard de ses langues premières a changé et que celui-ci finit par s'autocensurer dans sa pratique individuelle ou sociale des langues mahoraises, car il considère que cette pratique est dévalorisante, qu'elle altère l'image qu'il souhaite projeter au reste de la société, à savoir celle d'un individu qui a réussi le défi de maîtriser la langue française et qui ne se trouve pas ou qui ne se trouve plus dans le groupe, peu envieux selon lui, de ceux qui peinent encore dans leur acquisition linguistique. Pour le locuteur mahorais décrit à l'instant, savoir parler français, c'est valorisant, et ne plus parler shimaoré ou kibushi, quel que soit son interlocuteur, est encore plus valorisant. C'est paradoxal à dire, mais cela fait partie des choses qui sont ressenties. Ce rejet de la langue première est avant tout la négation, consciente ou dont la portée n'est pas encore complètement mesurée, de sa propre identité. Il ne lui permet pas de se construire à partir de sa culture. Alors, est-ce que le discours de la culpabilisation permanente a fini par déteindre sur ce locuteur? C'est une question qui resterait à approfondir. Agir au lieu de subir, voilà précisément où nous en sommes à Mayotte. Et voilà la gageure aussi que le politique mahorais doit relever avec des moyens financiers qui resteraient à redéfinir, si l'on estime que la question des langues fait partie des priorités du pays. Je vous remercie. Merci Daya Chakrina. Alors Richard Ouamigna, vous travaillez dans la province des Îles Loyauté en Nouvelle-Calédonie et vous essayez de mettre en place des processus d'apprentissage des mathématiques à partir de la philosophie et des langues kanak. Merci. Alors tout d'abord, c'est parti d'un objet d'étude qui est sur la perception des gens de dire que les langues sont un obstacle justement dans l'apprentissage des mathématiques. Il est avéré que dans la situation que l'on connaît au niveau du pays, sur environ 20% des élèves qui sont en réussite au niveau des autres champs disciplinaires, on se rend compte que la plupart des enfants qui rencontrent des problèmes au niveau du pays sont des enfants qui sont d'origine mélanésienne, même océanienne. La question que l'on s'est posée, c'est de dire, est-ce que la langue kanak ou océanienne au pays, est-ce que c'est un véritable obstacle dans l'apprentissage des champs disciplinaires, comme les mathématiques, ou est-ce que c'est un potentiel? Alors, selon l'approche de Duberaton d'Ambrosio, qui est un chercheur brésilien, il utilise l'approche ethnomathématique qui dit qu'à partir de la culture, de la philosophie d'un peuple, on peut comprendre les concepts mathématiques qui sont perçus au niveau de l'école. Alors, une partie dans cette étude,
Et on s'est rendu compte au niveau de la culture kanak, puisque c'est dans cette culture que je me suis engagé à travailler, et notamment à l'IFO, et je me suis rendu compte que dans la culture, il y avait des concepts mathématiques qui étaient inscrits. Est-ce que si on pouvait extraire ces concepts mathématiques qui sont logés à l'intérieur de ces cultures, on pourrait aider l'enfant à procéder à une sorte de continuité pédagogique du milieu social, c'est-à-dire de sa famille, directement dans l'école. Et si on arrivait à articuler ces deux types d'enseignement, ces deux types de culture, on arrivait à aider justement ces enfants à mieux s'intégrer dans son apprentissage scolaire. Alors, on s'est attaché au fait que si on devait percevoir la langue, il ne fallait pas simplement rester au niveau de la langue, mais il fallait revenir sur la philosophie qui a permis de mettre en place cette langue. Et la philosophie, il fallait retrouver au niveau des tribus, c'est-à-dire faire des recherches au niveau des anciens et essayer de percevoir toute cette connaissance, cette ethnopédagogie, c'est-à-dire comment ils ont su enseigner leurs enfants dans les tribus. Parce que dans les activités sociales qui sont mobilisées dans les tribus, se retrouvent des concepts mathématiques qui sont similaires au niveau de l'école. Construction d'une case, la forme triangulaire ou la forme rectangulaire ou la forme circulaire, ce sont des formes qui sont vues aussi au niveau géométrique et mathématique au niveau de l'école. Comment procéder à une articulation entre deux espaces qui soient, disons, différents, mais qui travaillent sur des analogies qui sont pareilles. Ainsi, on se rend compte qu'au niveau du milieu social, se dégage ce qu'on appelle une conceptualisation implicite, c'est-à-dire des concepts dans lesquels on est incapable de réexpliquer au niveau de l'école, mais qui sont vécus, qui sont vraiment vécus concrètement au niveau de la maison. Et cet espace scolaire où se pratique ce qu'on appelle une conceptualisation explicite, c'est-à-dire où l'enseignant demande à l'enfant d'expliquer ce qu'il est en train de faire. Il se trouve entre deux espaces, entre deux formes de conceptualisation, et il lui manque le pont qui relie ces deux espaces. Alors, on met en place le fait de dire que c'est la langue qui entrave, en fait, cette articulation entre ces deux espaces. Mais dans notre manière de voir, la langue, si c'est un vecteur de transmission, c'est avant tout chez nous un élément important, puisqu'à l'intérieur de cette langue est inscrit justement des valeurs philosophiques, comme le concept de relation, qui sont la base même de notre philosophie dans la culture kanak, mais qui sont aussi travaillés au niveau de l'école. À partir de ces concepts de relation, se dégage par rapport à notre philosophie kanak ce qu'on appelle une approche multidimensionnelle. C'est-à-dire qu'on voit deux types de conception au niveau de l'école, la conception que l'enfant a perçue chez lui et la conception qu'on lui fait admettre au niveau de l'école. À partir de ce moment-là, on se rend compte que les pratiques sociales qui sont faites à la maison sont pratiquées dans les gestes de l'enfant, sont associés aussi des mots, mais des mots qui ont un sens et qui ont une valeur philosophique. Et ce sont ces mots-là qu'on travaille, qu'on essaie d'étudier, de manière à trouver à l'intérieur de ces mots tous ces processus mentaux qui vont l'aider à cet enfant-là de mieux intégrer tout cet apprentissage qu'il va découvrir à l'école. Donc, à partir de ce moment-là, on va établir une véritable continuité pédagogique entre l'espace social, c'est-à-dire l'espace culturel de l'enfant, et l'espace scolaire, c'est-à-dire qui est beaucoup plus formalisé. D'Ambrosio lui parle des mathématiques informelles, c'est-à-dire des mathématiques qui sont pratiquées au niveau quotidien au niveau de la maison. Et ces mathématiques qui sont formelles, qui sont demandées à partir d'un programme des instructions officielles, qui sont pratiquées au niveau de l'école. Comment faire? Eh bien, l'expérience qui est menée au niveau des îles, c'est de repartir à partir des activités sociales, comme la confection de nattes, la construction d'une case, qui est quand même le symbole de la culture kanak. Et à partir de cette construction-là, se dégage derrière tout cet aspect philosophique qui sont importants pour donner du sens à un apprentissage. Et c'est dans ces processus-là qu'on appuie toute notre étude pour permettre à l'enfant, non seulement à l'enfant, mais à l'enseignant, pour qu'il puisse aussi savoir quels sont les types et quelles sont les situations qu'il doit mettre en place pour permettre à l'enfant de continuer cet apprentissage qu'il a perçu à la maison et qu'il continue à l'apprendre au niveau de l'école. L'approche multidimensionnelle, c'est une approche qui est tout à fait différente, étant donné qu'on ne considère plus une seule dimension, un seul aspect du savoir, mais dans la culture kanak, notre manière de faire, c'est de pouvoir mobiliser toutes les dimensions en même temps d'une manière simultanée pour comprendre un seul concept.
Vergniaud parle de la définition du concept. Qu'est-ce que le concept? En fait, 3 éléments. Vous avez le signifiant, c'est-à-dire les mots, les choses que l'on voit qui ne sont palpables, et vous avez les signifiés qui est dans le domaine du psychologique que l'on ne voit pas, qui est dans le domaine de l'implicite. Et vous avez ce qu'on appelle le référent, ce qui est lié à la culture ou aux situations dans lesquelles la personne va vivre. Et moi, j'ajouterais un 4e élément, qu'on appellerait l'inférent. C'est-à-dire que dans cet inférent, on va loger toute cette approche multidimensionnelle. C'est-à-dire qu'au moment où un ancien va parler dans la tribu, il parle d'un concept, il ne restera pas dans cette dimension-là. Il va parcourir plusieurs dimensions pour arriver à la fin à la compréhension du même concept. Et ça, c'est l'image philosophique de la pensée du Kanak. C'est une pensée qui est circulaire. C'est-à-dire qu'il est capable de mobiliser toutes les dimensions en même temps pour parler d'un seul objet. Le problème, c'est que l'enfant qui arrive en classe, on lui apprend à rentrer dans une approche qui est plutôt une approche linéaire, une pensée linéaire. Et la langue, à ce moment-là, l'enfant il est confronté entre 2 types de langues. Le français qui est une langue qui est perçue comme une langue seconde, et les langues kanak qui est perçue comme des langues maternelles. Mais on se rend compte que l'enfant qui a bien appris sa langue à la maison, qui est bien rentré dans la culture, quand il rentre à l'école, il arrive à rentrer facilement dans les apprentissages. Il rentre facilement dans le français. Et que les enfants qui arrivent à l'école, soit ils apprennent la langue à l'école, ou soit ce sont des enfants qui ont grandi à la maison, qui parlent la langue française, quand ils arrivent au niveau de l'école, ils rencontrent des difficultés d'apprentissage. Ils rentrent moins vite dans l'apprentissage du français. En fait, dans le triangle, on parlait tout à l'heure, c'est qu'entre les 2 langues, c'est-à-dire la langue seconde et la langue maternelle, il y a une relation qu'on appelle la conceptualisation tacite. C'est-à-dire que quand l'enseignant parle en français, et quand l'enfant ne comprend pas, rien ne lui dit qu'il restera en français. De temps en temps, il fait l'appointement dans sa langue, mais le processus de compréhension continue. Il rentre dans sa langue et il revient sur le français. Et cette alternance, comme ça, dans cette conceptualisation tacite, permet à l'enfant de rentrer progressivement dans les 2 langues. Cette approche multidimensionnelle est importante dans ce sens qu'elle n'est pas applicable simplement dans la culture djihou, dans la culture kanak, mais c'est une approche qui peut être utilisée dans toutes les formes, dans toutes les autres cultures. L'importance à savoir, c'est qu'il est important que l'enfant, lui, puisse acquérir ce savoir culturel, c'est-à-dire la philosophie de chez lui, sa culture, les pratiques sociales. Il faut qu'il donne du sens à ces pratiques sociales. Pourquoi? Pour qu'à l'intérieur de ces pratiques, sont logés ces concepts mathématiques-là et ces processus d'apprentissage qu'il va redécouvrir au niveau de l'école. Mais le problème, c'est que quand il part de la maison pour rentrer à l'école, il est en rupture. Quand il revient à l'école, l'enfant a l'impression de recommencer l'apprentissage, alors qu'il a déjà commencé son apprentissage à la maison. Il faut maintenant établir cette continuité en s'appuyant sur tous ces aspects culturels ou linguistiques ou langagiers pour permettre à l'enfant de rentrer progressivement à l'école, de maîtriser aussi soit la langue kanak ou la langue française, mais d'autres langues. Et dans ce côté-là, on se rend compte finalement qu'au niveau de l'expérience qui est menée au niveau des écoles, on se rend compte que les enfants de la maternelle sont des enfants qui rentrent dans cette perspective-là, et les résultats sont assez satisfaisants par rapport à ce travail de recherche. Merci beaucoup. Merci Richard. Michel Collardel, directeur des affaires culturelles en Guyane. Quel peut être le point de vue de l'institution face à des situations telles qu'elles viennent de nous être décrites, individuelles ou sociales? Bonjour à tous. Je dois dire que ma position est difficile parce que parler d'une posture cohérente de l'institution serait déjà présumer que nos états généraux se soient tenus, qu'ils aient été conclus de manière un peu consensuelle, que l'administration, avec un grand A, en ait tiré les conséquences et que, ensuite, la déclinaison régionale en ait été faite et qu'au-delà des textes éventuellement promulgués, les esprits aient été convaincus. Vous pensez bien qu'en disant cela, je vous laisse penser qu'il n'en est rien, et c'est ce qui est d'ailleurs passionnant dans nos états généraux. Moi, je voudrais d'abord dire que la seule position
de l'institution pour celle que je représente, la direction des affaires culturelles, c'est celle de l'acte et d'un acte aux côtés d'eux. Nous ne concevons pas notre action dans ce domaine comme une action d'initiation ou de prescription. C'est très différent d'une très grande part de nos métiers, qui sont justement des métiers d'application de normes, de règles et éventuellement de contraintes. Je pense au patrimoine matériel, je pense aux monuments, je pense à bien d'autres choses. Ici, ce qui nous anime, c'est la volonté d'être avec. Et je ne voudrais en prendre qu'un exemple, c'est le spectacle que vous avez vu hier, conçu, écrit, composé, y compris la musique, y compris les paroles, par des enfants venant de tous les quartiers de Kourou, venant de 3 lycées et de 4 collèges, et rassemblés miraculeusement autour d'un grand texte classique, d'un grand homme de théâtre de la Grèce classique. Alors, à partir de là, je vais vous décliner quelques postulats que j'essaye d'expliciter chaque jour davantage, et par conséquent, aujourd'hui, vous n'en serez pas étonnés, mon discours est assez prudent. D'abord, l'inquiétude. Premier postulat, l'inquiétude. Nous sommes inquiets, ici, devant le constat du réel. Des langues sont en voie de disparition. Ce n'est pas original, c'est commun sur la planète, mais c'est la situation et elle n'est pas acceptable. C'est lié au nombre d'élocuteurs, mais ce n'est pas seulement lié au nombre d'élocuteurs, c'est aussi lié aux politiques publiques, de façon d'ailleurs plus large que celle des politiques publiques françaises. Et des transmissions qui sont partiellement au moins interrompues. J'entends transmission intrafamiliale, transmission transgénérationnelle, ce qui signifie qu'on est bien au-delà de la langue. Lorsque les transmissions s'interrompent, ça veut dire que la relation, je me réfère à l'intervenant précédent, la relation d'une certaine manière se dégrade. Et c'est aussi important, bien sûr, que les faits. La difficulté d'accès à une scolarité normale et, on n'en sera pas étonné, à un emploi. C'est évident qu'aujourd'hui, ici, la situation est de ce point de vue complexe. Et puis, les effets toujours croissants, toujours plus rapides, d'une mondialisation de la communication, sur laquelle je n'ai pas besoin de revenir, mais qui évidemment touche au-delà de tout, le plus profond du territoire, le plus éloigné sur les fleuves, au fil de l'arrivée de ces moyens de communication, qui par ailleurs sont évidemment indispensables, nous n'en doutons pas non plus. Un dilemme par conséquent. Dilemme encore quand on se pose la question de la valorisation des cultures comme une valorisation touristique, ce qui n'est pas non plus scandaleux, mais qui pose de multiples problèmes. L'arrivée du touriste n'est pas indolore dans le paysage des langues et des cultures minoritaires et éloignées. Alors, deuxième grand principe, si vous voulez, après cette inquiétude, j'aurais pu continuer mon propos, il est banal et je ne le continuerai pas, c'est évidemment un concept de culture-langue, pas de langue, pas de culture, mais de culture-langue. Rien ne sert de parler de diversité culturelle si on ne se préoccupe de diversité linguistique. Il y a évidemment une relation étroite entre l'un et l'autre, même si les champs ne se recouvrent pas exactement, si les apparentements sont également distincts, mais de toute manière, il y a là évidemment quelque chose de fondamental. Nous avons des patrimoines immatériels, nous avons des patrimoines matériels, nous avons des formes de convivialité et de sociabilité, c'est-à-dire des formes de cohérence et de congruence, donc des formes de solidarité. Tout cela s'articule autour de langues et s'articule autour de cultures, les uns et les autres étant au fond de même nature, c'est-à-dire de l'ordre de la représentation et de l'ordre du symbolique, et de l'ordre aussi de la reconnaissance entre soi. Et vis-à-vis des autres, bien sûr, c'est ce qui pose les problèmes de la confrontation. Ce qui en sort, c'est évidemment une position, vous allez me dire qu'elle est un peu lâche, et je le reconnais avant même de vous le dire,
c'est que ne pouvant agir sur la massivité des problèmes, dans la complexité de l'interadministratif, de façon efficace, nous en sommes réduits, mais c'est aussi parce que nous le pensons, à proposer que la question symbolique soit mise au centre de la réflexion d'une administration comme la nôtre. Je dis symbolique, c'est-à-dire que la considération apportée par l'État aux représentations culturelles dans leur diversité, le combat contre l'idée que certaines seraient, parce qu'elles sont minoritaires, moins importantes, moins structurées, moins cultivées, c'est quelque chose qui est important. Lorsque la parole de l'État, par la voix du préfet, vient au secours, vient affirmer que chaque langue et chaque culture a un égal droit de dignité, eh bien, à ce moment-là, je pense que ce symbole est puissant, ce d'autant, finalement, qu'il contredit, d'une certaine manière, le fondement même de l'histoire de la République, qui, comme nous l'avons les uns et les autres dit, est un fondement d'éradication. Je reprends le mot de l'abbé Grégoire, des patois, c'est-à-dire des langues. Alors tout cela se décline ensuite en une réflexion sur à la fois la lutte contre la dévalorisation externe, mais aussi contre l'auto-intimidation. Quand on sort, adolescent, enfant, persuadé que sa culture n'est pas la plus enviable, qu'elle est peut-être même un défaut, un péché, une tare, et que par conséquent, on ne se donne pas à soi-même le droit d'être audacieux, d'aller dans la société et d'y affirmer son être. Je crois que cela, c'est une chose très importante. Encore une fois, ne pouvant agir sur l'ensemble, nous pouvons agir sur trouver quelques leviers, mais on sait bien qu'avec un point d'appui, on peut soulever le monde. Alors, essayons. Alors, essayons, c'est quoi? Eh bien, d'abord, faciliter la réflexion et l'échange autour des questions linguistiques. C'est la raison pour laquelle nous sommes engagés aux côtés de Xavier Nort et de la délégation générale dans ces états généraux. Fondamentalement, c'est pour que la réflexion sur la Guyane et la réflexion que nous avons s'enrichissent et se confrontent aux réflexions des autres pays qui ont, d'une certaine manière, des problèmes à la fois semblables et différents et dont nous pouvons peut-être extrapoler quelques lois. Mais c'est aussi tout simplement la réunion qui a été organisée hier par Mama Bobby et avec l'aide de Renprat pour travailler sur la question de l'équipement linguistique du Saramacca. Bon, c'est quelque chose qui, voilà, on vient à l'appui pour essayer d'être très concret et faciliter le débat, parce que les langues sont un sujet de débat et même de conflit, et qu'il ne faut pas l'éviter. Il ne faut pas se cacher derrière je ne sais quel angélisme, irénisme. C'est une situation de combat, et par conséquent, il faut laisser s'exprimer les contradicteurs de façon à ce que quelque chose puisse naître. On sait toujours que de la contradiction peut naître à tout moment quelque chose de positif, c'est même mieux que le consensus quelquefois. L'aide à l'expression artistique plurilingue, et là je ne vais pas insister beaucoup, mais nous essayons d'être systématiquement aux côtés des expressions plurilingues. Dans les festivals, lorsqu'un festival fait appel à des artistes qui ne sont pas forcément des artistes professionnels, mais qui sont des gens qui ont l'expression de leur culture et qui viennent dans leur langue exprimer, dans leur langue et dans leur forme artistique, exprimer leur être profond au plan social et au plan individuel. Les scènes théâtrales, nous essayons de faciliter, les festivals, on pourrait en citer beaucoup, les Transamazoniennes, les Biennales du Marronnage, il y en a beaucoup ici, et bien d'autres, qui sont extrêmement dynamiques de ce point de vue. On pourrait parler également des scènes de théâtre, et nous essayons d'encourager des expressions artistiques comme celle, par exemple, à Saint-Laurent-du-Maroni de Kokolampou Kaesanko, qui mixe des expressions artistiques Saramacca et puis des expressions artistiques et des modèles qui sont plus occidentaux.
C'est aussi l'aide à la formation. Nous essayons d'encourager, puisque les transmissions sont pour une part seulement. Bien sûr, ça dépend des groupes, du nombre des locuteurs, etc., interrompus. Nous essayons de faciliter des transmissions d'art qui sont vraiment représentatifs d'un groupe culturel, toujours avec ce principe que la relation entre culture et langue est tellement forte qu'en aidant l'expression artistique, même lorsqu'elle n'a pas, comme la danse, une transcription à proprement parler phonétique, eh bien, il y a quand même quelque chose qui se passe et qui est de l'ordre de la préservation, mais aussi de la préservation dans la vie, c'est-à-dire dans un éventuel mixage, je n'ose dire métissage, c'est un mot très difficile à utiliser de façon intelligente, avec d'autres cultures, avec d'autres formes artistiques. C'est aussi, c'est très important de le dire, je veux l'affirmer ici parce que je suis non seulement directeur d'affaires culturelles, mais aussi, je ne l'ai pas oublié, un ancien conservateur, c'est aussi le rôle important du musée non pas comme un musée de vieilles choses poussiéreuses qui sont mises dans des vitrines, mais d'un musée qui interroge le monde, qui interroge soi-même, un musée qui n'est pas un reflet de ce que l'on est, mais qui est un reflet des inquiétudes que l'on porte. Et ce qui est très intéressant dans la démarche qui a été menée par le Conseil régional au cours de ces derniers mois pour l'élaboration de son schéma régional de développement culturel qui va se conclure, si je peux dire, dans les prochains mois et qui donne lieu actuellement à la préparation d'une convention de développement culturel avec l'État, c'est vraiment au cours de l'enquête et de la réflexion à travers tout le territoire, la remontée non pas d'un désir, mais d'une volonté, d'une requête de considération pour le patrimoine immatériel en particulier, et la création de la Maison des mémoires et des cultures de la Guyane en cours de préparation avec le Conseil général de la Guyane, le Conseil régional, à l'hôpital Jean Martial, à l'ancien hôpital Jean Martial, en plein cœur de la ville, peut répondre à cela. Les langues sont un objet culturel que l'on peut muséifier. Je crois que c'est un sujet dont il sera parlé plus tard. Mais nous affirmons cela et nous affirmons que le patrimoine immatériel, dans toutes ses formes, y compris les langues, y sera présent. Puisque j'ai parlé de patrimoine immatériel, je ne peux pas manquer de faire référence à l'UNESCO. Nous avons ici, et cela a été initié très largement avec la direction des affaires culturelles et le parc amazonien de Guyane, et évidemment, par définition, les communautés concernées, l'inscription sur la liste de sauvegarde du patrimoine immatériel de l'UNESCO, du rite du Marrakech, dont certainement vous avez déjà entendu parler, et par conséquent, pour ne pas alourdir mon propos, je ne ferai pas la description, mais qui est ce grand rituel qui dépasse très largement l'image classique des piqûres faites par les abeilles et les fourmis sur le dos des jeunes, qui est tout un rituel de passage, tout un rite de passage selon la terminologie de Van Gennep, qui permet de franchir l'étape de l'adolescence pour accéder à l'âge adulte, c'est-à-dire à l'âge de la sociabilité. Enfin, l'aide à la consolidation des langues maternelles, sujet que nous partageons difficilement, douloureusement évidemment, avec le rectorat qui fait des efforts aussi puissants que possible dans les conditions juridiques, administratives, financières qui sont les siennes. Mais je voudrais insister beaucoup là-dessus. La langue est la première expérience de transmission culturelle, d'organisation et de structuration de l'esprit et de la pensée. Et avoir des jeunes qui sont en insécurité linguistique, qui n'ont pas acquis les fondements de façon parfaite et complète de leur langue d'origine, et qui se retrouvent, je l'ai dit hier, je le redis parce que c'est très, très fort, qui se retrouvent devant un maître qui ne parle pas leur langue, et lorsqu'ils n'ont pas l'accès à la langue du maître, vous imaginez ce que cela peut poser. Bien entendu, un retard scolaire qu'on ne rattrape jamais, mais aussi un sentiment d'insécurité, un sentiment de déchéance vis-à-vis de ses parents qui parlent la langue que l'on ne parle pas dans l'institution. Excusez-moi de dire les choses avec un peu de violence, comme je ne sais pas me réfréner, je ne ferai pas plus, mais c'est un problème majeur. Et c'est un problème majeur qu'on ne pourra régler qu'avec des mesures exceptionnelles. Donc voilà la position de l'institution, une position que je vous dis en toute sincérité, très hésitante, très consciente de l'insuffisance et de la limitation, mais qui en même temps est déterminée. Et je voudrais dire que, puisque l'on ne peut pas agir
fondamentalement beaucoup plus au niveau scolaire à cause des difficultés que rencontrent, je répète, de façon réelle et irrépressible les instances de l'éducation nationale, malgré tous ces efforts. Il faut aussi penser à tout ce qu'on appelle le périscolaire, tout ce qui est autour de l'école. Et je reviens pour une pirouette par où j'ai commencé. Le spectacle d'hier, c'est un spectacle qui vous montre un travail qui est fait par des gens qui, justement, ne sont pas strictement dans le cadre scolaire, sont à la fois dans le cadre scolaire et dans le cadre extrascolaire, dans les jeunes qui ont joué devant vous hier, qui ont composé, écrit. Vous avez des jeunes qui n'ont pas d'identité française, qui n'ont pas de papier, comme on dit, des jeunes qui ne sont pas scolarisés, d'autres qui le sont, certains qui ne parlaient pas le français il y a 2 ans ou 4 ans, on me disait Isabelle encore hier soir, et puis qui aujourd'hui s'expriment comme vous l'avez entendu. Je crois que partout, aujourd'hui, ce genre d'action doit être encouragé. J'en prendrai un autre exemple à Saint-Laurent-du-Maroni, ville dans laquelle la violence de la confrontation est extrême et risque d'un jour à l'autre, d'ailleurs, de se traduire par quelque chose d'encore plus brutal, où, par exemple, c'est exemplaire. La ville d'art et d'histoire, qui est un label du ministère de la Culture strictement et classiquement patrimonial, se décline ici avec des visites en langue saramaka dans les quartiers, avec des prises documentaires, des recueils de la parole des gens des différents quartiers, en s'exprimant dans leur langue, en faisant ce que le journaliste tout à l'heure a expliqué, comment vous dites les choses, et puis comment vous les traduisez, qu'est-ce que vous avez envie de dire, et donnez-nous vos légendes et vos contes et dites ce que vous avez envie de dire. Et cela, on le partage. Je voudrais juste terminer en disant que les langues, c'est aussi une merveilleuse musique, c'est une merveilleuse poétique, c'est une merveilleuse rythmique du corps et de l'esprit. Et c'est cela qu'il faut arriver à partager, l'amour des langues. Et c'est comme ça peut-être qu'on arrivera, pour ce qui me concerne, dans l'institution, à faire partager, au-delà des textes, une passion pour une cause qui est essentielle. Merci Michel.